Les uns après les autres, ils ont tous payé de leur vie leur opposition à Vladimir Poutine. Un de ses plus grands détracteurs, Boris Nemtsov, abattu à 2 pas du Kremlin en 2015. L'ancien espion Alexandre Litvinenko, empoisonné à Londres en 2006. Alexeï Navalny, bien sûr, mort il y a quelques mois dans un pénitencier de Sibérie. Le journaliste et cinéaste Vladimir Kara-Murza a survécu, lui, à 2 tentatives d'empoisonnement avant d'être jeté en prison pour 25 ans parce qu'il a dénoncé la guerre en Ukraine. Il a passé plus de 11 mois en isolement dans une cellule de 2 mètres sur 3. Vladimir Kara-Murza a recouvré la liberté en août dernier avec 15 autres personnes dans le plus vaste échange de prisonniers entre la Russie et les Occidentaux depuis la guerre froide. Mais malgré les risques, il poursuit son combat pour une Russie démocratique. Vladimir Kara-Murza était récemment de passage à Montréal avec son épouse. Voici l'entretien qu'ils nous ont accordé. Evgenia et Vladimir Kara-Murza, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir invités, Céline. Je vais commencer avec vous, Vladimir, parce que vous avez été libéré, donc échangé dans cet échange de prisonniers le 1er août dernier. Alors j'ai envie de vous demander comment vous allez, comment vous vous sentez depuis cette libération. Tout est toujours surréaliste, complètement. Ça me paraît comme si je regardais un film pendant ces 3 mois. C'est un très bon film, mais ce n'a pas toujours le sens d'être réel. Il y a 3 mois, j'étais convaincu que j'allais mourir dans cette prison sibérienne. Et cet échange de prisonniers qui a eu lieu le 1er août, c'était un miracle. C'est la seule façon que je peux le dire. Mais c'était un miracle qui a été fait possible par beaucoup de gens, beaucoup de bons gens dans le monde démocratique, qui n'ont jamais cessé de parler, de crier de cette crise, de cette catastrophe avec l'emprisonnement politique en Russie. Oui. On n'a plus de prisonniers politiques en Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, qu'il y avait dans toute l'Union soviétique au milieu des années 80. Et de plus en plus, ce liste agrandit parce qu'il y a beaucoup de Russes qui sont contre la guerre en Ukraine, contre cette guerre d'agression qui est menée par le régime de Vladimir Poutine. Et comme vous savez bien, sous le régime de Poutine, c'est un crime de s'exprimer publiquement contre cette guerre. Cet échange de prisonniers qui a eu lieu le 1er août a montré que l'opinion publique est vraiment importante, que l'attention publique est vraiment importante. Oui, mais vous savez le rôle qu'a joué Evgenia dans tout ça. Elle était sur toutes les tribunes pour essayer d'obtenir votre libération. C'est elle qui m'a sauvé. Elle est la raison principale pour laquelle je suis ici avec vous à Montréal et pas encore dans ma prison d'haute sécurité en Sibérie. Evgenia, vous, comment vous l'avez appris qu'il était libéré? J'ai reçu un coup de téléphone la veille de la Maison Blanche et on m'a invité avec les enfants de joindre le président des États-Unis le jour suivant. On ne nous aurait pas invités s'il n'y avait pas de bonnes nouvelles, quelque chose d'important de partager avec nous. Mais bon, la journée suivante, le 1er août, on s'est présenté, nos enfants et moi, on s'est présenté à la Maison Blanche et c'est là que j'ai vu les membres de famille des citoyens américains, des otages, et c'est là que j'ai compris que quelque chose se passait. Алло, алло. Алло? Алло, пап? Да, Катюшечка, это ты? Да, пап, привет. Привет, маленький. Привет, хорошо тебя слышать. Вы там где? We're in the Oval Office. Les émotions dans cette vidéo sont très sincères, sont très... je peux pas... On n'a rien digéré encore comme famille. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'était un jour vraiment surréaliste. C'était le plus long jour de ma vie. Parce que le matin du 1er août, je n'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. C'était l'échange qui a eu lieu dans l'aéroport là-bas, sur la piste de l'aéroport à Ankara. Et en ce moment-là, une dame m'a approché avec le téléphone portable. Et elle m'a demandé si j'étais Vladimir Kara-Murza, je dis oui. Et elle m'a dit qu'elle était diplomate américaine à Ankara et que le président des États-Unis attendait à me parler par téléphone. Elle m'a donné le téléphone. À ce moment-là, j'ai décidé que, ok, je n'allais même pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait ici. Quand j'ai entendu leur voix par téléphone,
Je ne crois pas que je pourrais trouver des mots dans n'importe quelle langue que je sais pour expliquer le sentiment. C'était la libération aussi, c'était le fait de se retrouver comme ça. C'était un miracle, comme je dis, c'est un miracle, mais c'est un miracle qui a été fait par beaucoup de gens qui continuent à plaidoyer à propos des prisonniers politiques en Russie. Et maintenant que moi et 15 autres ont été libérés de cet enfer, du goulag moderne de Vladimir Poutine, il faut sauver les autres. C'est une question de mort ou de vie. Et ce n'est pas normal que dans la 21e siècle, dans un pays européen, en fait n'importe où, que les gens sont envoyés en prison avec les peines plus longues que pour des violeurs, les meurtriers ou les trafiquants de drogue, seulement parce qu'ils expriment des opinions qui sont différentes de l'opinion du gouvernement. Ce n'est pas normal et le monde démocratique doit intervenir. Vous avez été en plus empoisonné 2 fois avant, en 2015-2017, avant d'être jeté en prison pour 25 ans. Est-ce que vous craignez encore pour votre vie maintenant? Je n'en pense pas. La Russie, c'est mon pays, ça va être toujours mon pays. Je suis un homme politique russe. J'aime mon pays. Je veux que mon pays aille un futur normal, démocratique, moderne, comme tous les pays normaux. Je veux que mon pays aille un gouvernement démocratiquement élu, un gouvernement légitime, qui va respecter les droits et les libertés de nos propres citoyens et qui va respecter les règles du comportement civilisé au niveau international. Donc ça, malgré tout, votre combat continue? On va continuer malgré les risques et les menaces? Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'améliorer notre pays, d'avoir une Russie normale, libre, démocratique, parce que ça sera important, pas simplement pour nous, pour les Russes, mais ça va être aussi très important pour tout le monde entier, franchement. Parce que la seule façon qu'on peut avoir une stabilité, une sécurité et la paix à long terme sur le continent européen, ça sera avec la Russie démocratique. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et ça, c'est le but. Et c'est ce but envers lequel il faut travailler ensemble. Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire quand on voit que Vladimir Poutine est encore assez populaire en Russie, en Ukraine? Il fait des avancées, l'armée russe a gagné du terrain récemment. On parle maintenant peut-être de négociations même entre l'Ukraine et la Russie. D'abord, Céline, vous avez dit le mot populaire. Comment est-ce qu'on peut juger ça dans un régime autoritaire, dans un régime où il n'y a pas d'élection libre, où il n'y a pas des médias indépendants, où les gens ont peur d'exprimer leur opinion? Dans mon pays, les opposants du régime sont soit en exil, soit en prison, ou soit tués, comme Boris Nemtsov ou Alexei Navalny, les 2 principaux opposants politiques de Vladimir Poutine qui ont été assassinés sous ses ordres personnels. Et vous-même, vous avez failli être assassiné aussi. Et Navalny cette année. Moi, on a essayé 2 fois, oui, c'est ça la réalité de la Russie. Et donc, il ne faut pas dire que Vladimir Poutine est populaire, parce que c'est impossible de juger. On sait qu'il y a des millions et des millions de Russes qui veulent que la Russie devienne un pays normal, démocratique, moderne et en paix. Vous y croyez aussi? Oui, je partage ma vie avec un militant très convaincu. Mais c'est vrai, ce que Vladimir dit, je suis absolument convaincue qu'il a raison de dire que la Russie ne peut arrêter d'être un danger pour tout le monde, incluant elle-même, que si elle devienne une démocratie. C'est seulement une Russie démocratique, elle ne sera plus un danger pour personne. Vous croyez qu'il faut envisager des négociations avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine? C'est très important que ces négociations rendent compte les intérêts de l'Ukraine. Ça ne peut pas être un ultimatum, ça ne peut pas être une humiliation pour l'Ukraine. Ça, c'est impossible, parce que si c'est ça qui va se passer, ça veut dire que dans 1 an ou dans 18 mois, on aura une autre guerre. Parce que pour les agresseurs, pour les dictateurs, l'apaisement ne marche jamais. On le sait très bien, on le sait très clairement de l'histoire, par exemple de l'histoire des années 1930, mais aussi on le sait très bien de l'histoire des 25 ans du régime de Vladimir Poutine, parce que pendant beaucoup d'années, les dirigeants occidentaux, les chefs de l'État et les chefs de gouvernement des pays occidentaux, sur les 2 côtés de l'Atlantique, menaient cette politique de l'apaisement envers le régime de Vladimir Poutine. Oui. Et on voit le résultat. Le résultat est la plus grande guerre, le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
L'apaisement des dictateurs ne marche pas. Et c'est très important que s'il y a des négociations, que les intérêts de l'Ukraine sont inclus là-bas, sont inclus de n'importe quel agrément qui soit fait. Mais aussi, c'est très important que pendant cette négociation, l'un des sujets principaux soit le problème des prisonniers politiques russes. Parce que les citoyens russes qui sont en prison maintenant, parce qu'ils se sont exprimés publiquement contre cette guerre, ils doivent être libérés. Pour moi, il n'y a pas de question. Ça, pour moi, c'est la responsabilité du monde démocratique, du monde occidental, pour résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème et pour libérer les prisonniers politiques russes qui sont là simplement parce qu'ils se sont dit qu'ils sont contre cette guerre agressive et criminelle menée par Vladimir Poutine au milieu de l'Europe. Message bien entendu. Merci beaucoup, Evgenia, Vladimir, Karamurza. Merci beaucoup à vous deux pour ce que vous faites, pour votre courage. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci.